Bonsoir, chers amis internautes, et bienvenue à cette émission qui sera consacrée en grande partie au décès du maréchal de Tchad, Idriss Déby. Toutes nos excuses pour le retard accusé avant le démarrage de cette émission. Cette semaine, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Idriss Déby, qui venait de remporter une présidentielle pour briguer un sixième mandat, est tombé, selon la version officielle, sur le champ de bataille alors qu'il était aux côtés des forces armées tchadiennes pour combattre les rebelles du FARC. Pour certains Africains, ce décès crée un vide dans le Sahel, le Tchad étant le dernier rempart contre le djihadisme dans le Sahel. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'un dictateur de moins sur l'échiquier politique africain. Avec nos invités, nous allons analyser quel sera l'impact de la disparition du maréchal Idriss Déby sur la stabilité du Sahel. Déjà avec nous, nous avons Madame Madeleine Kondo, administratrice sanitaire. Bonsoir Madame Kondo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, mais je pense que c'est à vous que je dois dire merci. Compte tenu de tout ce que nous avons comme problème sur le continent et en particulier en Afrique de l'Ouest, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie des internautes pour débattre comme on peut de ce qui pourrait nous ouvrir la voie de solutions ou alors de démarches pour contourner l'avènement des dictateurs futurs et comment, qu'on se le dise dès maintenant, comment diminuer l'influence de la France et de l'effet France-Afrique sur nos populations, les intérêts et les droits de nos peuples et ainsi le fonctionnement, pour ne pas dire la croissance d'un développement vrai de nos pays. Merci à tous et que cette émission puisse apporter beaucoup de réponses aux questions que tous les Africains et particulièrement mes amis béninois et les Ivoiriens, mes parents, se posent actuellement. Merci à tous. Merci pour votre disponibilité. Aussi pour nous accompagner, M. Souleymane Hamzat, expert en problématique du terrorisme et des questions des conflits et sécurité. Bonsoir, M. Souleymane Hamzat, et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, M. Dossou, heureux de participer à cette émission qui est d'ailleurs la première sur votre plateau. Très heureux de rencontrer ce plateau qui n'est pas des moindres et cette émission qui est une grande émission, une émission de bonne facture. Je voudrais avant tout avoir une minute de silence pour la mémoire du feu général Idriss Déby Itno, maréchal Déby Itno, je me corrige, qui nous a quittés il y a quelques jours dans des conditions jusqu'à la trouble. Il y a plusieurs versions qui se donnent, mais celle de notre point de vue, celle qui nous paraît plausible, semble être celle d'un assassinat. L'émission nous permettra de développer un certain nombre de points, d'hypothèses aussi. Et j'espère que les téléspectateurs qui nous suivent, les auditeurs, y compris les internautes qui nous suivent en ce moment, auront l'occasion aussi d'apprécier la posture panafricaine de ce dirigeant malgré tout ce qui lui est reproché. Je vous remercie. Merci, M. Hamzat. Cette émission est co-animée avec moi par M. Souleymane Harouna de Tempo Africa. Bonsoir, M. Harouna, et merci d'être là. Merci, mon cher ami, M. Jules Diossou. Et bonsoir et merci les panélistes pour nous permettre quand même de faire savoir, en tout cas au peuple africain, ce qui se passe sur le continent, surtout en direction de ce Sahel africain qui commence à se faire révéler, à toute l'Afrique. Merci, Jules.
Je rappelle aux internautes que l'émission est interactive. Si éventuellement ils ont des questions, ils peuvent laisser dans le fil des commentaires. Nous allons les poser à nos invités. Donc, avant de revenir sur les implications de ce décès en Afrique, revenons, Monsieur Hamzat a commencé par planter le décor sur les conditions de la mort du général Idriss Déby. La version officielle présentée… Maréchal. Général Maréchal Idriss Déby. La version officielle présentée ne fait pas l'unanimité dans l'opinion. Idriss Déby aurait reçu une balle au front. Cette version est-elle plausible selon vous, Madame Kondo? Votre micro est désactivé, Madame Kondo. Bon. Toutes mes excuses. Ce que je disais, c'est que compte tenu de la carrure et même des actes que le regretté maréchal Idriss Déby Itno a posé comme acte, a occupé sur la place politique avec ses pairs et aussi au niveau du G5 Sahel, toujours est-il que, comme en Afrique, les morts ne sont jamais aussi faciles à digérer, les conditions dans lesquelles le maréchal a été retrouvé mort font qu'il y aura beaucoup de spéculations. J'ai reçu une vidéo même que j'ai partagée avec certains amis, un Tchadien qui disait que si la France n'arrive pas à faire la lumière sur la mort, eux, ils détiennent des vidéos de sa mort, de les conditions, les circonstances qu'ils seront dans l'obligation de publier. Et je leur lance un appel pour leur dire que nous attendons ces vidéos-là. Parce que après tout ce qui s'est passé, compte tenu de tout ce que nous avons vu jusqu'à ce jour, on se rappelle encore de la mort de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, pour ne citer que ceux-là qui nous reviennent facilement dans la tête, sans compter tous les autres dont nous ne nous rappelons pas. Il faudra que les Africains et tout le monde entier sachent qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'époque où on a fait arrêter le président Patrice Lumumba. Ce n'est pas la même époque où on a fait assassiner M. Thomas Sankara et les circonstances ont tellement changé que ça a même donné une autre façon de voir l'arrestation de nos leaders. Et aujourd'hui, tout le monde comprend sur le continent que dès lors qu'on annonce qu'une personne président d'un pays africain de surcroît francophone est considéré comme un dictateur, c'est simplement parce qu'il ne veut pas jouer, chanter, danser et manger comme ceux qui nous ont colonisés. Dans notre cas, je parlerai de la France et de son système France-Afrique. Et c'est ce qui a d'ailleurs, je dirais, modifié un peu le procès, pour ne pas dire la démarche judiciaire dans le cas du président Laurent Gbagbo. Parce que si le président Laurent Gbagbo avait été arrêté dans les mêmes circonstances audiovisuelles et de communication du temps de Patrice Lumumba, je pense qu'on ne serait plus en train de parler du président Laurent Gbagbo. Mais les choses ont changé, les temps ont changé, les caméras, il y en a partout, le téléphone cellulaire qui a manqué à l'époque de Thomas Sankara et de Patrice Lumumba se retrouve aujourd'hui. C'est bien que quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes caché, il y a toujours une dernière personne qui vous aperçoit et qui diffuse les images. Je vais m'arrêter là pour le moment. Monsieur Souleymane Hamzat, vous qui êtes de la filière militaire, spécialiste des questions de sécurité, comment un chef de l'État se retrouve sur un champ de bataille à la merci de balles ennemies, si on s'en tient à la version officielle? Je vous ai dit tantôt que moi, je n'étais pas du tout pour cette version officielle-là. J'ai eu à faire des investigations personnelles. Je connais quelques amis au Tchad. Et ce qui me revient, image à l'appui, laisse croire à un assassinat. Un coup monté, pour des raisons que jusqu'à là, nous ignorons, n'est-ce pas?
À notre avis, le maréchal, déjà, il n'était pas au front. Il était loin de la ligne du front. Et les conditions dans lesquelles il a été abattu alors qu'il était en pleine réunion laissent croire à un assassinat. Donc, vous voyez, je ne suis pas de ceux qui vont publier, n'est-ce pas, les vidéos qui vont éventuellement arriver en ma possession, de peur de mettre en difficulté, n'est-ce pas, mes sources, mais je laisserai les presses qui ont le langage bien recommandé le faire, à l'instar de votre confrère, n'est-ce pas, Alain Foucault, qui, dès les premières minutes, a fait savoir que le maréchal n'a pas été tué au front, mais plutôt qu'il a été assassiné. Et moi, je vous rassure et vous précise que c'était lors d'une réunion. Je vais revenir au fait sur... Je ne vais pas faire l'histoire, mais je vais revenir sur un certain nombre de points pour un peu vous tracer un peu le parcours de tout ce qui s'est passé jusqu'à là. Vous voyez, tout est parti du fait que le maréchal a décidé de rappeler ses troupes, les troupes qu'il avait au sein du G5 Sahel. Pourquoi a-t-il décidé de rappeler les troupes du G5 Sahel? C'était dû au fait que, au niveau de... Il avait fait 3 propositions. Une proposition de financement, une proposition de formation et une 3e proposition concernant le commandement qui devait revenir, n'est-ce pas, non seulement aux Africains, mais au Tchad. Il aurait souhaité que déjà les fonds qu'ils avaient demandés pour créer cette force multinationale, n'est-ce pas, soient domiciliés dans un compte autre que celui des comptes CFA qui est relié, n'est-ce pas, à celui du Trésor français. Ça, c'est un point d'achoppement et c'était même le point le plus sérieux qui a mené la discorde au point où le maréchal du Tchad a décidé de rappeler ses troupes. De 2, le commandement unifié devait normalement être installé au Cameroun, vu que bon, il y a une autre unité de l'autre côté aussi qui combat sérieusement et énergiquement de la secte Boko Haram, qui est une secte terroriste. Il s'est fait qu'un certain nombre d'entre eux, de ces pères, n'étaient pas d'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après sa mort et lors de ses funérailles, il y a eu un petit sommet G5 Sahel qui s'est rapidement tenu, où ce commandement-là a été confié au général Oumarou Namanta du Niger. Et il a à sa charge 5000 hommes, n'est-ce pas, qui proviennent, n'est-ce pas, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina et aussi du Tchad et du Niger. Donc, vous voyez, toutes ces dissensions ont fait que bon, le maréchal Itno était vu du mauvais œil par la puissance colonisatrice qui, éventuellement, n'aime pas se faire dicter, n'est-ce pas, des choses, surtout venant de nous autres Africains. Le point sur lequel je vais chuter est celui-là, n'est-ce pas, du maréchal qui, depuis un certain temps, ne cache pas sa fourbe panafricaniste, n'est-ce pas, par rapport à toutes les difficultés auxquelles notre Afrique et le Tchad en particulier sont confrontés. Il a donné l'exemple de son dépensier, le président Tombalbaye, qui a dû signer un accord avec les Américains au détriment des Français. Et au soir de cette signature-là, disait qu'il venait de signer son arrêt de mort. La suite a été démontrée. Je voudrais, pour finir, demander à la communauté internationale une enquête véritablement indépendante en tant que panafricain sur les circonstances qui ont conduit à l'assassinat du maréchal Déby Itno du Tchad.
Pour nous, on ne saurait pas nous dire qu'un général de sa trempe qui va souvent au front, sachant qu'il a un convoi totalement blindé. Et je peux vous rassurer de mes sources que le Tchad est ce pays-là qui compte le plus de véhicules blindés dans toute l'Afrique, en dehors de la Libye de Kadhafi. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'il serait vraiment déplorable que les experts qui penchent sur le fait que le maréchal a été tué au front nous racontent des balivernes. Je ne pense pas qu'il irait au front sans gilet pare-balles. Je ne suis pas sûr qu'il irait en première ligne de mire. Il serait certainement en retrait, vu que c'est un commandeur, c'est un ordonnateur. Donc, c'est lui qui a le commandement en main. Je ne le vois pas prendre une arme et aller se battre contre l'ennemi. Merci, M. Souleymane Hamza. M. Aouna, par rapport à cette question de les conditions de la mort du maréchal Idriss Déby, est-ce que vous avez des questions pour nos invités ou des éléments à nous partager? Oui, M. Jules, merci. Des questions et aussi des éléments. C'est que je suis parfaitement d'accord et c'est des analyses vraiment pertinentes. Maintenant, la question est de savoir si nous en tenons à la thèse, en tout cas panafricaniste, en tout cas à la thèse des Africains par rapport à ce qui s'est passé, où on doute au fait du fait que de la présence au fait de Idriss Itno au front. Maintenant, si c'est le cas, c'est-à-dire la présence hier seulement de Macron aux funérailles et le fait que la France a reconnu le pouvoir dirigé par son enfant, est-ce que la thèse que nos panélistes sont en train d'avancer en ce qui concerne, leur thèse rejoint pratiquement la thèse de Foucault, de Alain Foucault. Donc, maintenant, est-ce que si on s'en tient à cela, mais comment se fait-il alors que la France aujourd'hui reconnaît la légitimité du Conseil de transition et reconnaît la légitimité de son enfant, qui est au fait un pur Itno Déby. Toute la question, elle est là. Ça dit, comme on le dit quelqu'un, tout ça, pour ça, ça dit, ils vont éliminer le père et ensuite épauler, en tout cas, un pouvoir qui est fait et qui est tributaire pratiquement, de Idriss Déby encore. Donc, il faudrait que si nos analyses en ce qui concerne la sale besogne de la France est un fait, c'est un fait d'ailleurs, mais est-ce que si nous limitons seulement à cette piste, nous risquons pratiquement de faire une analyse qui risque de ne pas être la réelle, la réelle politique sur le terrain. Donc, c'est ça, moi, c'est cette contradiction que j'invite, et c'est la question d'ailleurs, Jules, si vous me le permettez, je pose la question aux invités de nous éclaircir par rapport à cette pertinence. Comment est-ce que le Macron qui est venu hier et a reconnu ce gouvernement, et alors que les États-Unis se disent non, que ce n'est pas possible, ils ne reconnaissent pas, il faut que la démocratie, la légitimité puisse revenir au Tchad, et ils ont laurié pratiquement le coup d'État constitutionnel. Donc la question, Jules, est de savoir si effectivement c'est la main de la France. Alors pourquoi on voit encore cette même France revenir au Tchad et rééditer son soutien très fort, un signal très fort. La France n'a jamais émis ou soit envoyé un signal très fort à un régime vraiment en griffe dictatorial qui vient d'opérer, en tout cas à la barbe du peuple africain, et un coup d'État constitutionnel. C'est ma question. Donc, on va commencer par Mme Nkondo. Vous pouvez y aller. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a fait passer une image sur Facebook qui dit que l'assassin est revenu sur le lieu du crime, en bas de la photo de M. Macron, de vous à moi.
Et là, je vais inviter aussi mon co-panéliste, M. Hamzat, à se prononcer quand on va lui donner la parole. Vous savez, il y a eu l'assassinat. Dans les conditions dans lesquelles le maréchal est décédé. Parce que c'est quand même un homme de guerre. S'il n'est pas à sa première guerre. Et pour ce que je lui sais, pour les précautions qu'il a toujours prises, et aussi, vous venez d'avancer, M. Hamzat vient d'avancer que le Tchad est le deuxième pays quand il s'agit de véhicules blindés après la Libye. Vous n'allez pas me dire que le maréchal va se lever comme ça, surtout qu'il sait qu'il y a une insurrection qui vient vers N'Djamena. Il ne peut pas se lever comme ça et puis aller au front sans prendre les dispositions et les précautions sécuritaires, non seulement pour protéger sa vie et mettre en confiance tous ceux qui vont constituer sa délégation sur le front. Ça, c'est un. Deux. Actuellement, avec tout ce qui s'est passé, et d'après ce qu'on on continue de savoir, il y a eu beaucoup de tueries dans cette affaire de mort du maréchal Idriss Déby. C'est pour dire quoi? Des militaires qui sont décédés, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a tiré sur eux. Ça veut dire qu'il y a des armes qui ont crépité des deux côtés, et de l'armée, du pouvoir, comme ceux qu'aujourd'hui on appelle les rebelles. Alors, ça veut dire que c'est une situation de confusion. Mais quand M. Macron se lève pour aller sur un terrain aussi confus que les heures qui ont suivi le décès du maréchal Idriss Déby Itno, c'est parce qu'il a l'assurance qu'il ne risque rien. S'il ne risque rien, ça veut dire un raisonnement logique. Pour ce qu'on a appris au lycée, dans le raisonnement logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la certitude qu'il n'est pas en danger. S'il n'est pas en danger, ça veut dire qu'il contrôle. Pour ne pas dire, quand je dis il, je veux parler de la France et des services secrets français. Qu'il contrôle la situation des antagonistes, de tous les groupes armés qui sont impliqués, et par conséquent, il ne risque rien. Alors, s'il ne risque rien dans ces conditions, dans une situation pareille, ça veut dire qu'il est l'auteur. Là, je pèse mes mots. Ça veut dire qu'il est l'auteur de ce qui s'est passé. Parce que vous ne pouvez pas voir une situation où on a tiré sur. Ce n'est pas un citoyen quelconque. C'est le président du Tchad, le maréchal. Quelqu'un qui a fait des guerres, qui est impliqué dans des conflits. Et quand on connaît son influence au niveau du G5 Sahel, vous êtes censé savoir que le maréchal est resté dans une situation de symphonie inachevée. Parce que, il a voulu, à un moment donné, composer avec les Russes, mais il a vu que les Russes sont très penchés, ils pèsent très lourd dans ce qu'on appelle aujourd'hui les rebelles tchadiens. Et donc, il ne peut pas lâcher la France, il ne veut pas lâcher la France, il ne peut pas aller totalement du côté de la Russie, et il est au milieu. Et dans ces conditions, on nous dit, Dieu merci, que M. Hamzat, mon co-panéliste, vient de confirmer que, effectivement, c'est au cours d'une réunion qu'il a reçu ces balles. Et on a vu certaines images qui sont vraiment très, très, très désolantes. Au cours d'une réunion, ça veut dire quoi? Ça a été préparé de telle sorte que c'est une, comme on dit en termes anglais, conspiration, un complot. C'est le mot ça, en français. C'est un complot. Et ça veut dire que ça a été concocté, ça a été préparé, ils ont vérifié, ils se sont rassurés que voilà comment ça va se passer. Monsieur Macron, qui il est? Tu es chef d'État, dans ces conditions-là, tu as atterri là-bas, ça veut dire que tu as l'assurance de ta sécurité. Si tu as l'assurance de ta sécurité, ça veut dire que la France contrôle la situation. Si elle contrôle la situation, ça veut dire qu'elle est impliquée. Elle, comme on dit à Abidjan, elle est trempée. Elle est mouillée même. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Monsieur Souleymane Hamzat, par rapport à l'intervention de Monsieur Harouna, cette contradiction, on se débarrasse du père si on reste dans cette logique et le pouvoir tombe automatiquement dans les mains du fils. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine continuité si l'idée derrière, c'est de se débarrasser de la politique du père?
je voudrais intervenir sur ce point-là en tant que consultant et mieux en tant qu'ancien soldat, n'est-ce pas? Et vous donner mon point de vue de quelqu'un qui vit réellement cette situation-là. On se trouve devant une situation politico-stratégique à caractère un peu militaire. C'est-à-dire que si nous concevons, et c'est le cas, que le maréchal a été assassiné, nous devons pousser nos enquêtes plus loin, chercher à savoir les circonstances, le lieu et les conditions précises dans lesquelles le maréchal a été assassiné. Mais avant d'en arriver là, je voudrais rebondir sur la question posée par l'honorable Aruna, à savoir que sommes-nous en face d'une dynastie? En termes clairs, c'est ce qu'il voulait dire, que le pouvoir soit rapidement transféré de père en fils dans les conditions que nous avons connues. Je vais paraphraser Mme Kondo qui parlait de la logique, que dans la logique de ce qui nous a été enseigné au collège, il a même dit, et je vais plus loin, que l'assassin revient toujours sur le lieu de son crime. S'il n'a pas des assurances dans un pays en guerre et fournit un armement où n'importe qui détient une Kalachnikov ou un tireur embusqué, soit-il, comment on dit là, un tireur d'élite caché sous un toit, peut viser le président Macron de n'importe où. S'il n'a pas reçu l'assurance de la dette en sécurité au niveau du Tchad, pas des autorités qui n'étaient pas censées connaître, avec lesquelles il n'était pas censé avoir ce rapprochement-là. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez suivi les obsèques du maréchal. On sentait un rapprochement, mais au-delà même de la normale, une certaine complicité. Et mieux, j'ai une photo en ma possession où dans les descentes vers le bureau du général, les trois se retrouvaient ensemble. Je veux parler de M. Le Drian, je veux parler du président Macron et de celui qui est à la tête du CMT aujourd'hui, dans une discussion, d'après mes sources qui ont duré au moins une vingtaine de minutes. On ne reçoit pas un homme de cette marque-là debout dans un couloir à discuter une vingtaine de minutes quand même. Il s'agit du président de la France. Donc vous voyez, cela, pour moi, donne l'impression d'un compte rendu de situation. On appelle ça chez nous un compte rendu de situation. Que s'est-il passé dans quel... Bon, on prend les premières nouvelles très rapidement et par rapport à cette question de disposition à prendre. Mais du côté aussi de la jeune, c'était une manière aussi de se rassurer pour savoir, bon voilà, nous allons dans telle direction, est-ce que l'appui que vous allez nous donner vérifier et confirmer, mais pas préalablement à tout ça. Il doit y avoir eu des discussions parce que selon nos sources, le maréchal a été abattu à bout portant et pas des proches, dans une réunion qui a volé en éclats où la partie que vous connaissez a rapidement mitraillé un certain nombre de généraux, dont le ministre de la Défense, certains généraux que vous avez l'habitude de voir au front, qui sont en Afrique, ils ont tous disparu de la scène. Il y avait, avec précision, une quinzaine de personnes dans cette salle-là. Bon, comment se fait-il que celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui, qui est supposé être le commandant de la garde, donc sur les lieux, serait-il toujours vivant? Donc il y a des questions que nous devons nous poser. Vous voyez? De mieux, je voudrais remonter sur le plan politique et dire ceci. Et là, je suis un peu mitigé. Est-ce qu'il faut laisser tomber ou vaciller le Tchad dans une incertitude sécuritaire ou garder les vieux meubles pour ne serait-ce que aller vers la fin de la transition? Je pense que la deuxième hypothèse me semble la plus plausible. C'est pour cela que
sur une autre chaîne de télévision que vous connaissez bien, je ne la cite pas ici, j'ai adhéré à cette disposition-là, n'est-ce pas, d'accompagner le CNT dans cette transition-là en vue du retour à l'ordre constitutionnel. Mais il faut noter ici que si vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, qu'on suspende la Constitution, qu'on suspende l'Assemblée nationale, qu'on ferme les frontières, etc., pour le plus gros ignorant des questions liées aux questions politiques et sécuritaires, cela s'appelle un coup d'État. C'est un coup d'État constitutionnel et de facto militaire, puisque le commandement qui vient après cette annonce-là n'est rempli que de généraux. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de points sur lesquels il faut vraiment faire attention, ne pas parler par passion, ne pas aller dans un sens, dans du dilatoire, mais rechercher les véritables causes qui ont poussé à cet assassinat-là. Mais je veux, pour chuter, vous faire la lumière sur une analyse qui m'est personnelle. Et je prends la version officielle. On nous dit, il y a 2 points. Le premier point, je prends la version officielle. On nous dit que le maréchal serait tombé au front. Bon, il aurait reçu une balle au front. Il aurait été héliporté, soi-disant, par une unité aéroportée de l'unité Barkhane, de Barkhane vers N'Djamena, et que c'est arrivé sur N'Djamena qu'il aurait succombé, n'est-ce pas, parce que l'hélicoptère qui devait, n'est-ce pas, assez blessure, que l'hélicoptère qui devait le ramener, n'est-ce pas, sur N'Djamena, est venu avec au moins une 50aine de minutes de retard. Je m'offusque contre ça. La France a les meilleurs moyens de communication, on appelle ça la transmission dans l'armée, en matière d'appeler une troupe ou de faire venir une troupe. On a vu comment Blaise Compaoré a été déporté par les éléments du 43e BIMA. Ça n'a pas duré 45 minutes. Hein. Donc, ils ont en leur sein des unités spécialisées d'exfiltration. Je me demande comment se dit que cette version-là nous dit que le maréchal a dû attendre une 50aine de minutes avant que, bon, vous voyez, ça sent le complot. Le deuxième point, et c'est celui-là sur lequel je voudrais attirer l'attention de tous les Africains. Il y a une confusion au niveau des discours des enfants du maréchal. Si vous prenez, je ne me rappelle plus bien de son nom, mais celui qui était habillé en tenue bleue, qui est colonel, je crois, celui-là disait que son père est mort le 18. Mais la junte vous dit qu'il est mort le mardi 21. Là, il y a confusion. Il y a confusion. Donc, réfléchissons un peu. Lisons entre les lignes. Il se passe quelque chose. De toute manière, comme je l'ai toujours dit, ça va se savoir. Ça va se savoir. Parce que ceux qui pensent qu'ils sont des axes de la conspiration, je veux parler des services secrets français et tout ça là, il y en a qui n'ont pas fait les services secrets français, mais qui savent lire entre les lignes. Et mieux, il faut arrêter de considérer nos États comme des États de marmaille, où c'est que, bon, on peut enlever le père et mettre le fils. Bon, je peux aussi encore mettre ça sur le sceau du destin. Quand vous n'êtes pas appelé à ce siège-là, comme je l'ai souvent dit, qui est sacré, qui est divin, vous n'y parviendrez jamais. Vous savez, donc j'ai l'expérience de ce genre de choses. Et j'ai donné même l'exemple de 2 présidents, à savoir le général Robert Guéhi qui était à Mans, en train de se préparer pour les festivités du 31. Il a envoyé sa femme vers Abidjan, et voilà, elle a été arrêtée. On lui demande de se présenter, et le voilà qui s'est retrouvé dans le fauteuil présidentiel. J'ai donné aussi le cas du capitaine Valentin Strasser de la Sierra Leone, qui revenait à la capitale pour se rééquiper, et qui arrivait sur place, on lui annonce que le président vient de prendre son hélicoptère et de s'enfuir. Le voilà aussi dans le fauteuil présidentiel. Ça vous dit que s'il n'est pas écrit quelque part que vous y arrivez, vous n'y arriverez pas. Le dernier point pour chuter, il est dit dans les médias
que le commandant, le président actuel du CMT, on n'aurait pas fait des études, machin, tout ça. Bon, je me demande si nos anciens rois, si nos anciens parents ont eu des doctorats pour fabriquer les pyramides du Caire, des doctorats en architecture pour fabriquer les pyramides du Caire, ou s'il leur a fallu des doctorats en politique pour occuper le siège présidentiel. Il va falloir que les Africains ouvrent l'œil. L'Afrique a besoin de se trouver sa propre voie. Parce que la France n'arrêtera jamais d'assassiner les leaders qui sont nationalistes et panafricanistes. Ça, il faut qu'on se mette dans la tête. Et ce qui est arrivé au Tchad est loin d'être le scénario officiel qui nous est servi, mais plutôt cela va dans le cadre d'un assassinat. Restons dans le cadre de la transition. Et on a vu le pouvoir passer rapidement des mains on va dire, du père vers le fils, mais l'opposition tchadienne évoque quand même un coup d'État parce que selon la Constitution qui était en vigueur lors des événements malheureux, le pouvoir devait passer au président de l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur cette transition, Madame Kondo? Effectivement, tous les éléments sont réunis pour qu'on parle de coup d'État et de coup de force. Mais ce que nous déplorons, comme mon co-panéliste l'a dit, ce que nous déplorons, c'est que la France et tous les grands pays qui, d'après eux, se sont créés, ce G20 ou bien ce G9 ou bien ce G combien là, quand il s'agit de chez eux, les lois fondamentales sont ce que tout le monde respecte. Quel que soit l'argent que vous avez à la banque, quel que soit le prestige autour de votre nom, quelle que soit votre carrure, votre tenue même sur la scène en tant qu'être humain, vous êtes censé obéir, sinon vous êtes censé subir la loi fondamentale. Il n'y a qu'en Afrique que la France aide à tripatouiller nos lois fondamentales. La même constitution tchadienne, Idriss Déby l'a dit au cours d'une interview, au cours d'une émission, il a dit que il a voulu, après les 2 mandats, il a voulu partir. C'est la France qui lui a dit qu'ils allaient l'aider à changer la constitution pour qu'il reste. Alors, si... Ils n'ont même pas demandé son avis, ils le lui ont imposé. Non, ils lui ont dit qu'ils allaient l'aider à changer la constitution et lui assurer les 2 derniers mandats, qui allaient faire au total 4 mandats. Bon, dans ces conditions, vous êtes d'accord avec moi que, compte tenu, pour ne pas dire, quand il s'agit de l'Afrique, où la France arrive parce que c'est sa vache à lait, elle ne peut que faire ce qui lui sied. Et dans ces conditions, la France ne va jamais chercher à faire respecter nos lois parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup de gens qui, par exemple, critiquent les cyberactivistes en disant qu'ils font la politique sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, je leur ai toujours dit que, compte tenu des raisons même qui ont conduit à la mort de M. Kadhafi, je pense que c'est l'âme de M. Kadhafi qui a joué en notre faveur, c'est-à-dire en défaveur de ces pays-là pour créer ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils nous ont donné des satellites gratuits. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans des conditions qui les dépassent. Ils ne peuvent plus rien faire et on est là. Donc, nous allons profiter au maximum pour informer, éduquer et renseigner nos populations. À ce titre, cette transition-là, moi, je ne comprends pas. Comment vous pouvez enlever le père et mettre le fils? Et de surcroît, ce n'est pas un fils qui est civil. Vous-même, avec ce qui s'est passé au Mali, vous avez tenu à dire aux Maliens qu'il ne faudrait pas que ce soit un pouvoir militaire, qu'ils doivent remettre le pouvoir aux civils. Mais pourquoi vous assassinez un militaire et vous mettez un autre militaire, de surcroît son fils? Et d'après les informations que nous avons, ce fils-là n'est pas l'aîné. Il a des frères qui sont plus âgés que lui, de 40 à 45 ans, des trucs comme ça. Mais pourquoi c'est celui-là? Parce que c'est celui-là qui est manipulable. Et je reviens encore sur le fait que M. Macron, comme vous l'avez dit, c'est quand même le président de la France. M. Macron se retrouve dans un terrain aussi miné par rapport à ce que nous recevons comme information des journalistes et des médias
étrangers ou même nationaux, de par tout ce que nous recevons, comment M. Macron peut prendre le risque de repartir, disons, d'aller là-bas dans ces conditions-là? Et je pense que nos flèches vont dans le même sens, du fait que c'est parce qu'il contrôle la situation, il sait ce qui s'est passé. Et au cours d'une réunion, les généraux, et je suis sûr que ça doit être les généraux les plus coriaces, c'est-à-dire ceux qui voient dans cette affaire politique du Tchad, d'abord l'intérêt du G5 Sahel, l'intérêt des populations, les droits des populations qu'on doit préserver dans le souci d'un développement total. Et ça, ce sont des choses qui n'arrangent pas ces pays qui se disent avancés, ces pays qui se disent développés, ces pays qui se disent riches. Sinon, comment comprendre que la France est riche de par l'or qu'elle présente et pourtant elle n'a pas de gisement d'or? Et ceux même qui ont l'or que la France vient chercher, ce sont ceux-là qui sont considérés comme des pays pauvres. Mais je pense que c'est parce que la France ne connaît pas ce qu'on appelle la honte. Et de surcroît, les Français ne connaissent pas ce qu'on appelle la honte. Dans ces conditions-là, il est important et impératif au peuple tchadien d'œuvrer pour le respect de la Constitution, d'œuvrer pour le respect de la loi fondamentale qui dit que, en cas de vacances de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui doit assurer l'intérêt, juste à ce qu'ils s'organisent pour faire des élections. Il n'est pas question. Quand il était question de la situation en Côte d'Ivoire, tout ce que nous avons donné comme directive, les gens n'ont pas suivi. Et pourtant, ces mêmes directives que nous avons données, que nous avons invité le peuple ivoirien à respecter, quand le cas du Mali s'est présenté, et même très récemment le cas du Sénégal, où les Sénégalais ont laissé tout ce qui est national et se sont tournés vers les intérêts des Français. Vous avez vu la suite de la situation. Macky Sall était prêt à fuir. Donc, il appartient au peuple tchadien d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui est et qui relève de l'intérêt du peuple tchadien pour qu'il puisse régler cette affaire-là une bonne fois pour toutes. Actuellement, là, la France est affaiblie. Dieu merci. Je déplore les morts, mais aujourd'hui, je dis Dieu merci de l'avènement du Covid-19 qui est en train de clouer toutes les grandes nations de sorte que tout ce qu'ils ont prévu qui va être une catastrophe sur le continent, ça n'a pas eu lieu. C'est plutôt eux-mêmes leur propre catastrophe qu'ils ont dessinée, qu'ils ont concoctée, qui est en train de se préparer et de s'installer. Il appartient au peuple tchadien de faire et de faire respecter la loi fondamentale. Il n'est pas question de tuer un militaire et de mettre un autre militaire. On ne peut pas continuer de tourner en rond. Aujourd'hui, où la France est un peu affaiblie, c'est là où nous devons jouer les bonnes cartes, tirer les bonnes leçons et éviter, pour ne pas dire oublier, les querelles entre nous en tant que frères et sœurs et voir plutôt l'intérêt, ce qui peut faire avancer le peuple tchadien. On a souffert des guerres. En tant que mère, vous voyez des enfants au désarroi qui sont assis à côté du cadavre de leurs parents. Il y a les images très atroces du Soudan. Et tout ça, c'est ce qui doit motiver le peuple tchadien pour faire respecter la loi fondamentale. Il n'est pas question de les laisser Macron et sa troupe et ces brigands-là de chercher à imposer un autre militaire. À quand la fin? Il a déjà fait 30 ans et son fils vient. Combien de temps la France va le supporter? On a vu le cas du Togo où 55 ans, c'est la même famille qui dirige. On s'en va où? Donc, ça veut dire quoi? La nouvelle politique de la France, on enlève le père, on met le fils. Le père s'en va, on met le fils. Le père meurt, on met le fils. Et les autres familles, et les autres générations, on fait quoi? Il ne s'agit pas d'accepter ce coup d'État constitutionnel. Le peuple tchadien est habitué à la guerre. Je ne vois pas quelle souffrance vous n'avez pas vu. Je ne vois pas ce qui peut être nouveau pour vous. Il leur appartient de prendre leur destin en main. Oui. Ils doivent dire non à cette violation de la Constitution. Je vais m'arrêter là pour le moment. Monsieur Aouna, vous avez la parole.
Oui, oui. Merci. Je pense que j'ai bien écouté les panélistes à travers cette question. Donc, ça veut dire que si nous voulons, ce que nous pouvons retenir, c'est quoi? C'est pratiquement l'enfant de Déby, c'est-à-dire Mahamat Déby, joue le rôle de Macron, c'est-à-dire il a trahi son père, il a pratiquement été la personne, le tueur, le bourreau de son père. C'est ça la thèse. Parce que pourquoi je pose comment dirais-je, cette question? J'ai vu le réquisitoire contre la France et je suis de ceux-là. Je suis 100% coagulé dans ce réquisitoire, mais tout en faisant ce réquisitoire et en étant cohérent et envers nous-mêmes. C'est-à-dire, si nous donnons si nous mettons toute l'analyse dans une vision de tunnel, c'est qu'on risque de ne plus voir d'autres facteurs exogènes, Et c'est extrêmement important. Donc, parce que la contradiction, c'est quoi? Je suis d'accord si, par exemple, on pointe du bout des doigts pratiquement la responsabilité, de l'enfant, comme ce fut le schéma zaïrois. Le schéma, du père Kabila et de son enfant, qui aujourd'hui continue de faire vraiment couler beaucoup d'encre. Donc, dans ce cas précis, la seule analyse qui pourra, en tout cas, moi me convaincre, Jules, c'est de dire que Mahamat Déby a pratiquement joué, ce jeu, ou soit est au courant, en tout cas a participé à ce que certains semblent appeler, comment dirais-je, un assassinat, de la France, ou soit en tout cas un assassinat. Et que la France a joué, à travers son enfant pour perpétrer encore une fois ces sales besoins. Si c'est le cas, cette argumentation et cette analyse est plausible. Mais si on dit de façon un peu lâchée que voilà, c'est la responsabilité de la France, et dans le même temps, on dit qu'on essaie d'isoler la thèse de l'enfant qui est aujourd'hui l'homme fort de N'Djamena. Il y a une contradiction. Et c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, c'est-à-dire la transmission du pouvoir, au fils, une stratégie, monarchique. Je suis d'accord, mais le débat, c'est que j'aimerais que nos panélistes puissent nous faire ressortir, s'il n'y a pas cette thèse où l'on pointe du doigt la culpabilité de l'enfant, de me dire l'intérêt que la France a de pouvoir reconduire les mêmes. Si vraiment la France avait le désir de vraiment finir avec la hiérarchie, enfin, tout le clan Déby. Donc, c'est ça la grande problématique. Et maintenant, revenant sur, comment dirais-je, les interventions de ces enfants, tout ça là, nous avons vu qu'il y a beaucoup de contradictions. Et là, je confirme ce que l'expert Hamzat a dit. Je confirme cela. Mais le débat ici, c'est que si nous voulons vraiment voir la main de la France, et si nous voulons isoler la thèse selon laquelle Idriss Déby Itno n'était pas au front, donc essayons de voir alors quel est l'intérêt pour pouvoir supporter son enfant. Parce que ce que la France a fait hier, mais c'est extrêmement, c'est rare, c'est unique dans le monde, où la France est arrivée à légitimer pratiquement un coup de force. Donc, il faudrait que le débat, nous puissions centrer le débat à ce niveau. Donc, c'est ça la question. Quelle est la motivation de la France en faisant, si c'est vrai que c'est cette France qui a fait la sale besogne en ce qui concerne la mort d'Idriss Déby? Parce que, n'oubliez pas, il y a, c'est une question géopolitique. Hein, c'est une affaire peut-être qui nous dépasse tous, ou soit dépasse même le Tchad.
Je vois. Donc, et regardez pratiquement ces chefs d'État africains qui étaient présents et qui étaient aux côtés, de Macron, disons aux côtés de la France. Je vois. Maintenant, l'autre question, si Jules le permet, c'est quoi? C'est que je suis un panafricaniste. Et moi, mon problème, c'est quoi? C'est-à-dire, on n'est pas panafricaniste au soir, au lendemain, quand les intérêts ne sont plus les intérêts initiaux. Parce que nous avons vu Idriss Déby à l'entame. Nous avons vu pratiquement qu'il était le maestro de France-Afrique. Donc, mais au soir de sa vie, nous avons vu son réquisitoire contre la France. Et je vois pourquoi cela. Et je dis encore que ce réquisitoire contre la France serait manifeste s'il ne participait pas à un 6e mandat dans son pays. Toute la question elle est là. Donc, moi, en tant que panafricaniste, je suis dans une peau où je ne peux pas supporter cela, où il y a eu exclusion, il y a eu même mort d'opposants, lors de ces élections, au Tchad. Et en plus, c'était un mandat de trop. Donc, et maintenant, je ne peux pas aujourd'hui applaudir quelqu'un qui est certes courageux et qui a fait, comme je le dis, le combat qui est son combat, au fait. Donc, toute la question est là. Donc, si aujourd'hui, un Bongo ou soit d'autres aujourd'hui s'illustrent en panafricaniste, comme je veux parler de Blaise Compaoré, qui faisait un jeu avec le vaillant Sankara. Et à la fin, vous avez vu que c'était pratiquement l'espion, de la France-Afrique, dans cette partie de l'Afrique francophone. Toute la question elle est là. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas accompagner un leader quand il a fini de faire une sale besogne et aujourd'hui, il glisse. Et quand il glisse maintenant, on va l'applaudir parce qu'il a eu une position, dans son parcours, contre la France que nous tous, nous rejetons. Non. Dans cette histoire, monsieur l'expert, la responsabilité est partagée. La responsabilité, elle est entièrement partagée. Nous avons vu la lutte de Gbagbo dans ce pays. Donc, Gbagbo est resté droit dans ses bottes. Toute la question, elle est là. Nous avons vu Sankara. Donc, on ne peut pas jouer de l'équilibrisme et après se prétendre être défenseur de l'Afrique. Et je pense que c'est une leçon à tous ces chefs d'État africains de toujours, à l'entame, montrer le vrai visage de l'Afrique, montrer le vrai visage du panafricanisme. Monsieur Hamzat, je vous connais depuis longtemps, vous n'avez pas vacillé, vous n'avez jamais varié. Votre vision, je la connais, on la partage. Mais dans le cas d'Idriss Déby, ce n'est pas parce qu'il a vraiment résisté à un pourcentage donné à l'hégémonie de la France en Afrique qu'il faut tout de suite dire que voilà, il est un panafricaniste, il a lutté vraiment pour la cause de l'Afrique. Non, il a d'abord lutté pour sa propre cause. Il a d'abord lutté pour se faire perdurer au pouvoir. Toute la question elle est là. Et maintenant, parce qu'il n'a pas su, comment dirais-je, faire tout ce qu'il voulait faire où il y avait d'autres résistances, même si cette résistance, elle est française, mais c'est déjà trop tard. La saignée, était déjà trop grande. Donc, ma question est de savoir, dites-nous ici, sans dire que c'est le pouvoir se partage du père au fils, dites-nous effectivement, et vous avez déjà commencé par le dire, dites-nous effectivement si en dehors de cette connivence que moi je pense avec l'enfant, si c'est le cas, le débat ne se pose pas. Mais si ce n'est pas le cas, moi je ne vois plus d'autre motivation. Il y aura une autre motivation si c'était quelqu'un d'autre qui jouait le jeu. On allait dire que c'est une autre dynastie que la France est en train de monter contre ce clan et Déby. Merci. Vous avez parlé de contradiction
je ne vois pas de tout ce que j'ai dit jusqu'à là, là où se trouve la contradiction. Je voudrais, pour vous rappeler, dire qu'en première position, j'ai dit que la mort du général, du maréchal Idriss Déby Itno n'était pas une mort de combat. C'était plutôt un assassinat. J'ai été clair là-dessus. En ce qui concerne la prise de pouvoir, vous avez parlé, je vous ai la tendance à la monarchie. Je vous ai dans mon cas, dans ma lecture de la situation géopolitique du il ne s'agit pas d'un pouvoir monarchique en ce sens-là que le président Déby Itno n'a pas transmis. Quand on parle de monarchie, c'est en ce moment qu'il y a transmission du pouvoir de père à fils. On a connu des régimes où le soldat, le fils, s'est levé, a destitué son père, a reconnu, je ne cite pas le pays, a reconnu l'avoir destitué et a pris le pouvoir. Je ne parle pas du Congo, parce que c'est un autre problème là-bas. Mais je voudrais vous dire que, vous voyez, dans toutes ces situations conflictuelles, il y a souvent des non-dits. Je vais vous apporter un peu de lumière. À vous de faire vos investigations. Et vous reviendrez à moi sur la manière dont le pouvoir a été transmis, selon vous, mais pour moi, selon la manière dont un coup d'État a été opéré. Il y a deux choses différentes. Il y a un coup d'État d'après moi, il y a une transmission de pouvoir d'après vous. Je voudrais vous notifier ici que celui qui est à la tête du Tchad aujourd'hui, et je retourne toujours au discours du décès, disons des obsèques du maréchal Déby Itno, le premier fils qui a pris la parole et qui a parlé, reprenait les bandes et lisait entre les lignes. Il a souligné 2 fois, je suis le 3e fils du maréchal. C'est ça. Je suis le 3e fils du maréchal. Alors que la presse internationale nous laissait croire que l'actuel locataire du palais présidentiel du Tchad est le 3e fils du maréchal. Il y a confusion à ce point-là. Allez chercher, vous comprendrez que celui dont on parle, et écoutez-moi attentivement, aurait perdu son père dans les combats dans le Tibéri en novembre 90. Allez faire des recherches et revenez-moi, là nous allons pouvoir parler. Il y a des choses que je ne voudrais pas soulever ici. La tension est encore vive au Tchad. Je suis pas bien, je ne suis pas à la voix autorisée à dire un certain nombre de choses. Mais faites des recherches partant de ce que le fils a réitéré 2, 3 fois. Je suis le 3e fils du maréchal. Alors que la presse internationale laisse entendre que celui qui est locataire en ce moment serait le 3e fils. Allez vérifier à ce point. Et vérifier mes allégations selon lesquelles le père de celui-là aurait été tué dans les combats en novembre 90. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. L'équivoque sera levé de toute manière. Maintenant, pour revenir, si vous voulez, à la manière dont la France s'ingère dans cette affaire. Je vous ai parlé d'une photo en l'entame de cette émission, au cours de laquelle vous voyez, sur laquelle vous voyez d'ailleurs 3 personnes, une personne habillée en treillis, en béret rouge. Cette photo, je crois que j'ai même vu qu'elle a été publiée ce soir, et 2 autres personnes qui sont des personnes de couleur. Quand ils nous appellent des personnes de couleur, je pense que c'est eux qui le sont. Ils sont des personnes de couleur blanche. Il faut reconnaître que l'origine du monde, à la naissance, l'homme est de couleur noire. Donc, on ne peut pas nous accorder, on ne peut pas avoir la prétention de nous appeler des hommes de couleur. C'est eux plutôt qui sont des hommes de couleur. Ils étaient 3 sur cet escalier. Ça a duré au moins une quinzaine à une vingtaine de minutes. On ne reçoit pas un hôte, soit-il de marque,
président de la République française, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, dans une discussion au milieu d'un escalier. Allez-y comprendre. De deux, je vous ai dit les conditions troubles dans lesquelles le maréchal a été abattu. Je vous ai dit que c'était lors d'une réunion. Je vous ai dit à peu près le nombre de personnes qui étaient dans cette salle. Et je vous ai dit, qui m'a été même remonté par ma source, que celui qui est l'actuel locataire était sur les lieux. Allez-y comprendre, je ne pourrais pas vous donner plus de pistes que ça. Donc, ça vous dit quoi? Vous me connaissez, pour ce qui est des 5e, 6e, 7e, même 8e mandats. Je suis entièrement contre. Je suis foncièrement contre. Et dans le cadre de la Côte d'Ivoire, vous m'avez vu ici débattre avec haine, fougue et rage par rapport à la position du président Ouattara qui venait pour un 3e mandat. Je voudrais vous rappeler ici, et pour aller un peu dans le sens, toujours dans le cadre des confusions, regardez, Madame Kondo parlait du Covid, mais il y avait Covid. Est bien conscient qu'il y a Covid. Mais vous avez vu les conditions dans lesquelles se sont tenues les obsèques du maréchal. C'était dans une foule, mais une marmaille. Et mieux, la distanciation dont on nous parle, la médicale, là, elle n'a pas été respectée officielle. Qui se fout de qui? Qui raconte quoi? Et qui nous prennent pour des briques de 12 creuses? Nous n'en sommes pas une. Moi, là, on ne me fera pas endormir sur ce genre de choses. Je reviens sur un deuxième point de confusion. Vous parlez de la Constitution. Mais qui a fait changer cette Constitution-là aux Tchadiens? Pas le biais du maréchal. Ce sont les Français. Posons-nous des questions, n'allons pas loin. Ne faisons pas un débat intellectuel. Moi, je fais un débat technique et militaire. Troisième point, bon, la Constitution est suspendue par celui qui est actuellement le locataire du palais du Tchad. Sachant bien que cette constitution-là était celui qui a été voté par son père. Ça veut dire pour moi qu'il n'y a pas continuité dans les actions de son père. Donc, je ne peux pas parler de monarchie. Je veux bien être compris. Les radars français de peur d'être bombardés et qui sont rentrés après en direction de Mao. Mais ces rebelles-là, leur chef a reconnu ce soir, avant notre émission, un cessez-le-feu. Qui a dû mettre pression sur lui pour qu'il en arrive à un cessez-le-feu? Qui l'a armé? D'où détient-il ses armes? D'autres parlent de la Russie. La Russie n'a rien à voir dans cette affaire. Croyez-moi. Et mieux, d'autres disent le maréchal Haftar. Qui était le premier soutien du maréchal Haftar? C'était bien le maréchal Déby Itno. Donc, vous voyez, le problème est à un autre niveau. L'assassinat, là, est à une autre dimension. Elle a été menée dans les règles de l'art par des gens qui étaient proches du maréchal. Je vous rassure, de mon point de vue et de ma position, que le maréchal Déby Itno était l'un des chefs d'État les mieux gardés de l'Afrique. Il était quasi impossible à une force extérieure d'avoir accès à lui. Ce n'est pas possible militairement. Ceux qui ne pouvaient que faire cette affaire-là sont des gens de l'intérieur. Je ne le dénie pas. Mais quitte à savoir, en conclusion pour chuter, la situation étant celle qu'elle est, le maréchal n'étant plus de ce monde, devions-nous aller dans un combat fratricide où nous voyons nos frères tchadiens se tirer dessus, s'entretuer? Est-ce que c'est là la solution? Moi, je dis non. Je dis ceci et je me répète et je suis coagulé dessus. Il faut en rester à la transition pour qu'au bout de 18 mois, le peuple tchadien, les politiciens tchadiens s'affirment avec détermination et rage afin que ce régime-là parte. C'est ma position sur la question. Mais on ne pourrait pas
sous prétexte de la démocratie, ou je ne sais pas autre de quel système, permettent au Tchad de vaciller. Si le Tchad vacille, attendez-vous à une somalisation de ce pays et mieux à la déstabilisation de tous les autres carrés français qui entourent le Tchad. Je suis à la déstabilisation, je reviens à la déstabilisation sur le précaré de tous les pays francophones qui entourent le Tchad. Et mieux, si nous n'y prenons garde, vous avez vu la qualité du matériel qui est transporté par ces rebelles-là, vous avez vu la qualité et la quantité du matériel qui est transporté par ces rebelles-là, ça ne s'arrêtera pas qu'au Tchad. Ça viendra certainement à nos pays. Alors prenons garde que sous prétexte d'une démocratie, soi-disant démocratie, que nous soyons là à tirer sur des ficelles qui ne sont pas les bonnes et à plonger le Tchad dans le gouffre. Il est question ici maintenant que l'opposition marque sa place, n'est-ce pas? Et je pense que la junte a commencé hier. J'ai suivi une réunion conjointe de 10 membres de l'opposition et de 10 membres du parti au pouvoir hier, qui s'est tenu hier en présence de l'actuel locataire du Tchad. Il va falloir que l'opposition s'affirme et que du point de vue de la légalité, elle s'impose. On ne s'impose pas que par les armes. Les armes, c'est un temps. Mais juste après ce temps, il va falloir en venir aux réalités sociales du pays. Merci beaucoup. Nous acheminons progressivement vers la fin de l'émission. Mais on va aborder quand même un dernier aspect concernant toujours la mort du maréchal, bien sûr. Mais j'évoquais dans l'introduction que est-ce que le départ du maréchal crée une autoroute pour les djihadistes dans le Sahel? Madame Kondo. Absolument pas, parce que les conditions même qui ont poussé à l'assassinat du maréchal Idriss Déby, les circonstances et les intérêts en jeu sont des intérêts un peu farfelus parce que ces intérêts-là ne tiennent pas compte des intérêts même des intérêts fondamentaux même du peuple tchadien. Donc, c'est comme si nous revenons à la case départ parce que les conditions dans lesquelles le maréchal est parti, est-ce que cela va nous ouvrir les voies sur la paix, sur la démocratie véritable, sur les enjeux même de taille qui pourraient intéresser, sinon qui préoccupent le peuple tchadien? Je dirais non. À partir du moment où, quand on regarde l'image, regardez, je reviens encore sur ce que mon co-panéliste, M. Hamza, a dit, regardez la configuration, pour ne pas dire, regardez le théâtre même pendant les obsèques. On a tendance en Afrique, par exemple, de poser des actes. Et quand on est à quelques minutes, pour ne pas dire à quelques pas de résoudre le problème, on a comme l'impression que les Africains veulent s'éterniser dans des histoires de partis d'opposition ou alors dans des histoires de combattants de l'opposition. Sinon, le maréchal est tombé. OK. Comment se fait-il que dans une situation comme ça, où votre but, on a écouté une vidéo d'un Tchadien qui disait, un des rebelles là, qui disait que nous, notre rôle était de le capturer. On n'a jamais voulu sa mort. C'était de le capturer. Mais s'il est mort, OK. On n'a pas prévu, on n'a pas choisi de le tuer, mais il est mort. Que les actes continuent, que la vie continue. Comment se fait-il qu'à quelques jours, voilà quelqu'un qui est là depuis 30 ans, qui vous a emmerdé, qui a assassiné les gens de gauche à droite, qui a mis le pays sous la gestion familiale et ethnique, et dans ces conditions-là, vous arrivez dans une situation et puis vous trouvez que non, on va observer 48 heures, on va observer 48 heures pour les obsèques. Mais on s'en fout. Et les gens que le maréchal a tués, vous n'allez pas me dire que lui, sa mort est plus importante, ou alors son corps est plus important, ou alors ses funérailles là, sont des funérailles qu'on devait considérer par rapport à tous ceux qui ont été victimes de la barbarie de son administration. Pour
Pourquoi arrêter prendre une trêve de 48 heures pour faire les funérailles? On s'en fout, il est mort, il est mort. La vie continue. Allez jusqu'au bout. Vous voulez rétablir l'ordre politique, vous voulez rétablir l'ordre économique et vous voulez rétablir l'ordre juridique, pour ne pas dire l'ordre civil, c'est-à-dire les droits des Tchadiens. Allez-y. 48 heures, c'est pas beaucoup, mais 48 heures, c'est beaucoup en termes de militarisation ou alors en termes de règlement de conflits sur le plan militaire. En 2 jours, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et il y a beaucoup de choses qui peuvent renverser la vapeur. Pour moi, vraiment, je m'inscris en faux devant les 48 heures de trêve observées par l'opposition pour faire enterrer. Le maréchal, on peut l'enterrer même en catimini, on peut l'enterrer en silence ou bien on peut l'enterrer un peu plus tard. La vie doit continuer et la vie de tous ces Tchadiens, cette vie qui s'est arrêtée de par ces décisions, on fait quoi? Ces jeunes-là qui continuent de grandir, qui vieillissent, qui prennent de l'âge, qui n'ont encore pas eu leur premier boulot, il y en a qui sont issus de milieux où c'est comme si le Tchad n'existe pas là-bas, ils sont laissés pour compte. Et dans ces conditions-là, que la France les tue ou pas, ça c'est leur problème. Mais vous avez décidé de descendre sur N'Djamena, vous devez continuer. Alors, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, pourquoi avoir commencé? Sinon, si vous êtes sûr, il faut continuer. Un militaire, c'est ce qui fait la différence entre eux et nous. Un militaire ne doit pas être abrité par les sentiments. Le militaire doit avoir le cœur dur. Le militaire doit être l'homme des décisions, l'homme qui va s'imposer. Observez 48 heures de trêve pour le décès du maréchal. Ok, il a posé de bons actes, mais il a posé aussi de mauvais actes. Il s'en va dans sa tombe avec ses crimes, il s'en va dans sa tombe avec ses incompréhensions, s'il y en a. Mais il s'en va dans sa tombe aussi avec beaucoup de mystères, avec beaucoup de secrets. Mais ce n'est pas à eux d'arrêter les hostilités pour permettre à des gens, en matière de rébellion, quand vous observez une trêve, ça peut ne pas vous profiter parce que ça peut permettre à l'ennemi ou alors à votre protagoniste de s'armer et de s'organiser d'une façon meilleure. Ou alors vous organisez une rébellion, vous voulez la gagner, ou alors vous voulez distraire les gens. Je vais m'arrêter là pour le moment. Monsieur Hamzat, est-ce qu'on peut dire le fait d'imposer le fils du maréchal à la tête du CNT est une façon aussi d'empêcher de transformer le Tchad ou le Sahel de façon générale en un terrain de jeu des djihadistes? Je n'ai pas bien perçu votre question, s'il vous plaît. En fait, je reprends autrement la question que j'avais posée à Mme Kondo. C'est de savoir, est-ce que, par exemple, la mort du maréchal peut transformer le Sahel comme un terrain de jeu pour les djihadistes? On a quelques problèmes de connexion technique avec M. Hamzat. Est-ce que vous nous recevez maintenant? Je vous reçois, On a un petit souci de connexion. Mais... Oui, OK. Vous avez saisi la question maintenant? Vous êtes en train de me demander si le fait qu'on impose le fils Itno ne pose pas de problème. C'est ce que vous êtes en train de me demander. Non, pas exactement. En fait, ce que je voulais savoir, c'est quel est l'impact de la mort du maréchal sur les mouvements djihadistes, les djihadistes qui pullulent dans cette région de l'Afrique. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous entend, M. Hamzat. Je voudrais pouvoir, déjà, il faut noter que depuis 72 heures, si vous observez l'actualité, depuis que la mort, le décès du maréchal a été notifié, il y a eu une recrudescence automatique du problème du terrorisme. Et la dernière, c'est la frappe hier au Burkina,
où il y a eu des dizaines et des dizaines de morts de soldats, tués et brûlés vifs. Ouais, donc ça veut dire, je pense, c'est ce que ça me laisse croire, que le maréchal en réalité avait un poids. Il pesait réellement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et moi, je me traite souvent de panafricaniste, on ne peut pas me le dénier, parce que c'est mon avis, parce que c'est quelqu'un qui n'attendait pas de ses voisins, souvent l'ordre de venir à leur rescousse avant de proposer ses aides. Et il a souvent dit, l'argent qui m'était donné ne venait pas dans mon compte à moi, ça ne rentrait pas dans le compte du Tchad, ça descendait au niveau du G5 Sahel, lequel a un compte qui est déposé auprès de la banque de, comment on dit là, de France, donc le CFA. Voilà ce que moi je pourrais vous dire par rapport à ça. Je réitère mes propos. Je suis contre, n'est-ce pas, le changement de régime par les termes que nous connaissons. Je suis contre. Je ne trouve pas ça démocratique. Encore que, je vous ai souvent dit, la démocratie ne vaut que l'acte que posent nos politiques. Et Dieu seul sait que de nos jours, nos politiques sont complètement prostituées. Non, vous me recevez? Oui, continuez. Oui. Je pense que mon direct est un peu attaqué. Souleymane Harouna sait quelque chose. Donc, nos politiques aujourd'hui ont déçu complètement. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Un monsieur qui se trouve autour du CNT là-bas, je veux parler du président Afin Guessa. Après quelques temps, on l'arrête. Et après, il est devenu émissaire, c'est lui qui va aux obsèques du président Thierry Rawlings au Ghana. Je vous prenais ici, comment, dans mon pays ici, le Bénin, comment l'opposition n'arrive pas à se mettre dans un consensus, n'est-ce pas, d'action pour pouvoir aller chercher les parrainages et tout ça là. Encore que, bon, nous avons décrié les parrainages et tout ça, nous ne sommes pas d'accord. Mais il y a un problème au niveau de nos politiques. Donc, c'est pour cela que moi, je pense qu'après 30 ans de pouvoir, il faille faire un arrêt d'abord. 30 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas petit. Il faut faire un arrêt. Que tous les Tchadiens, toutes tendances confondues, Ok, décidément. Oui, décidément. Hein, bon, on va continuer comme ça. Que tous les Tchadiens se mettent ensemble pour aller vers une solution consensuelle. Même si la transition, elle est donnée aujourd'hui à un civil, si on prend quelqu'un sur le tas, soit-il le président de l'Assemblée nationale dont on parlait tout à l'heure, et qui d'ailleurs a refusé, il a refusé de prendre ce poste-là, parce qu'il connaît quels sont les enjeux, aussi bien sécuritaire en premier plan, parce qu'aujourd'hui, il est difficile à quelqu'un d'avoir une maîtrise sur le dispositif sécuritaire du Tchad, autre que ceux qui ont protégé ce régime-là pendant 30 ans. Il va falloir les 18 mois de transition qu'ils rentrent de nouveau dans la danse, parce que nous sommes conscients qu'ils ont été tous écartés et que partant, qui s'adaptent déjà aux nouvelles dispositions sécuritaires du pays sur le plan intérieur qu'extérieur, et ensuite qui décident de prendre le taureau par les cornes et arracher le pouvoir. Il faut reconnaître, et je vais finir par là, en vous disant que le pouvoir ne se donne pas sur une saladière, il s'arrache. Monsieur Hamza, je vais rester avec vous et partager rapidement le commentaire d'un internaute qui nous dit ceci: soyons réalistes. Les militaires ne partiront pas au terme des 18 mois. Il faut mettre dès à présent pression sur eux pour que le pouvoir revienne aux civils. Donc, il dit que je fonde mon analyse sur les déclarations du président français qui a clamé haut et fort que la France ne laissera personne déstabiliser le Tchad. Allez-y comprendre quelque chose. Il réagissait un peu à votre précédente intervention. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Ok. La connexion de M. Hamzat, on a toujours quelques difficultés avec
Je suis en lien avec vous. OK, allez-y, oui. Pour répondre à cet internaute, je lui dirais qu'on vient dans un monde qui s'est levé très tôt. On vient très tard dans un monde qui s'est levé très tôt. Les choses étaient déjà faites en amont. Nous n'étions ni lui ni moi, nous n'étions là. Mais là, le constat que je fais, l'analyse que je fais de ça, les négociations ont commencé avec le régime en place. L'opposition était hier au palais de la présidence. Il revient à l'opposition, y compris les Tchadiens de tous ordres, de toute confession, à tous les niveaux, je veux dire, de se lever et de prendre le taureau par les cornes. Le pouvoir ne leur sera pas donné sur une saladière. Il va falloir l'arracher. Et sur je suis toujours avec vous. Oui, oui, oui. Et surtout se mettre en tête que la démocratie n'est pas une fin en soi, l'autocratie n'est pas une fin en soi, la dictature n'est pas une fin en soi. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que les Tchadiens vivent mieux, respirent mieux et se sentent bien chez eux. Un régime démocratique peut le faire, un régime autocratique peut le faire. Sinon, la Russie, les Russes se sentent bien chez eux. Les Coréens se sentent bien chez eux. Nous qui sommes en démocratie ici, nous nous plaignons. Alors, il faut que l'Afrique se cherche sa propre voie. Et je renvoie tout le monde à ce qu'il faudrait que nous retournons à l'école du panafricanisme. Vivre, faire, manger et concevoir tout en africain. Merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table pour conclure cette émission. Mais ce qui est important pour nous en tant qu'Africains, la réalité du Tchad aujourd'hui, ça risque de s'imposer ailleurs sur le continent, même si on prend seulement les pays francophones. Maintenant, ma question est de savoir quelles leçons on peut tirer de ce qui se passe actuellement au Tchad pour les autres pays africains, notamment francophones. Je vais commencer par M. Arona, et puis après, on va conclure par nos panélistes. Votre micro est désactivé, M. Arona. Merci, c'est important. C'est la jurisprudence qu'il faut léguer aux générations qui viennent. Et si on ne prend pas, comme l'a dit l'expert Hamzat et Mme Kondo aussi, si on ne prend pas au sérieux et ce problème, ce qui se joue dans cette partie du Sahel, ça peut porter vraiment préjudice aux autres pays africains, surtout fragiles, où le djihadisme, le terrorisme est pratiquement à leur porte. C'est extrêmement important. Donc, et vous avez raison, Jules, de poser ça. C'est pour ça que le Tchad intéresse. C'est pour ça que tous les regards sont aujourd'hui convergés vers le Tchad. Et moi, je dis encore quelque chose. Ça dit, le Tchad aussi, c'est quand même un grenier, c'est un trésor du désert, c'est un grenier et pratiquement du Sahel. Et les intérêts vraiment sont complexes. Les intérêts de la France ne sont pas les mêmes intérêts pour le peuple burkinabé, le peuple béninois et d'autres. Ça dit, je veux parler du G5. Merci. Sahel. C'est extrêmement important. Donc, et c'est ça qu'il faut voir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et on se rejoint sur ce panel, mais c'est que moi, la différence, Jules, c'est que le comportement, ça peut ne pas être spécifique à Idriss Déby Itno. Il peut être pratiquement un peu plus mieux, comme d'autres dictateurs qui n'ont même pas utilisé 5% de ce qu'ils représentaient pour défendre l'Afrique. Au moins, Idriss Déby a laissé des traces. Qu'on le veuille ou pas, il a été le grand guerrier du désert au niveau du Sahel. Mais cette lutte a beaucoup plus profité, et c'est ça mon point, à un individu qui a essayé de diriger un pouvoir clanique.
Ça, c'est clair. Même s'il a contribué, et l'histoire aujourd'hui dit qu'il est pratiquement le héros du Sahel dans cette lutte. Mais dans le même temps, ce combat a beaucoup plus profité à la France que le Sahel, dont le rêve était d'être stabilisé et pour quand même essayer de mettre les balises, hein, vraiment d'une vraie démocratie dans ce coin de l'Afrique. Donc, ça a beaucoup plus profité à la France. Et ce combat, Déby l'a utilisé pour se maintenir vraiment à vie au pouvoir. Toute la question, elle est là. Donc, maintenant, quel est l'impact? Et M. Hamzat l'a dit, qu'il y a recrudescence du terrorisme au soir de sa mort. C'est un signal très fort qui dit, qui confirme sa force, sa capacité à faire cette lutte. Donc, la France, je n'ai jamais vu, entendu depuis De Gaulle la position que Macron a eue et la déclaration que Macron a eue hier lors des obsèques au Tchad. Mais si vous décortiquez ce message, cette déclaration, c'est qu'il est pratiquement président du Tchad. C'est toute la question. Ça dit, mais il se dit que c'est lui, quoi. Ça dit, c'est lui ou rien. C'est lui. Ça dit, si vous dites, si moi, je vous dis que il faut la démocratie, et tout de suite, je dis que il faut supporter un gouvernement illégitime, mais vous devez l'accepter. C'est ça le dictat. Il va plus loin pour dire que, mais ils ne vont plus jamais laisser le Tchad. Donc, c'est pourquoi je parle d'intérêts vraiment complexes, divers. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et moi, je suis gêné parce que cette attitude, cette déconfiture et cette arrogance, de ce Macron, aujourd'hui, il a déjà fait au Burkina Faso et il fait un rematch aujourd'hui au Tchad. C'est parce qu'on le lui a permis. Toute la question, elle est là, M. Hamzat. C'est parce que, à l'entame, le compagnonnage a été biaisé. Sur ce point, nous sommes entièrement d'accord. Merci. Donc, nous sommes entièrement d'accord. Absolument. Et c'est la même chose que les Bongos ont fait. Et nous, qui constituons une nouvelle nomenclature, nous sommes en train, nous sommes face à des crises qui nous dépassent. C'est ça. C'est pour ça que vous et moi, sur ce plateau, nous avons cette conviction panafricaine, mais dans le même temps, ceux qui articulaient ce panafricanisme ont biaisé pratiquement le principe. C'est pour ça que je vais plus loin et je parle, Jules, de panafricanisme numérique. Parce que le panafricanisme tel qu'il a été articulé par nos aînés, en particulier ces présidents comme Idriss Déby et d'autres, ce panafricanisme a été vraiment malmené. Donc, il faut repenser ce principe. Et il faut l'adopter, dans un environnement par rapport à cette nouvelle génération que j'appelle la génération cyber. Et parce que, vous voyez, toute la force, je reviens sur le message de Macron, mais ça, pour moi, en tant que panafricaniste, c'est une injure. Parce que c'est une contradiction. Et c'est pour ça que je suis fier des États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis n'ont jamais, ils ne varient pas. En tout cas, ils n'ont jamais varié en ce qui concerne le droit humain. Ils n'ont jamais varié en ce qui concerne les fondamentaux de la démocratie. C'est ce qui explique aujourd'hui, pour finir, leur position vis-à-vis de mon pays, le Bénin, où ils disent que, mais ils sont pratiquement étonnés par rapport à cette saga d'arrestation d'hommes politiques, en particulier tous ceux qui sont aujourd'hui arrêtés au Bénin sont victimes du fait de leur position démocratique. Ils n'ont pas varié. Mais qu'est-ce que la France a dit? La France est arrivée à applaudir. M. Hamzat a dit qu'il a vu
pratiquement la bonne ambiance entre ce que vous nous avez présenté comme démocratie pour nous dire que quand on viole les principes, d'une constitution, cela s'appelle un coup de force, cela s'appelle vraiment une dictature et que vous n'allez jamais supporter cette dictature. Mais par contradiction, vous supportez ce qui a été violent à la face du monde. Donc, c'est pourquoi je dis que les intérêts sont colossaux, Jules. Toute la question est là. Et il appartient à nous, nouvelle génération, de ne pas, et ça c'est ma conclusion, de ne pas vraiment donner un cachet vraiment free à quelqu'un, ou soit à des dictateurs. Je ne parle pas spécifiquement d'Idriss Déby, mais à des dictateurs qui ont vraiment profité et qui ont fait profiter un clan et qui ont, quand l'Afrique avait besoin d'eux, n'ont pas réagi dans l'intérêt souverain de cette Afrique. Et que c'est au soir où il y a eu la déconfiture qu'on pose maintenant un réquisitoire contre ce que vous avez aussi fait, ce que vous avez contribué à faire. Je veux parler de la France-Afrique. C'est ça la problématique. Et je loue cette analyse pertinente de Hamza qui dit qu'il a tout dit parce qu'il est expert. Il m'a édifié sur une question, la question, comme on a l'habitude de dire, suivez mon regard. Suivez mon regard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a parlé beaucoup, il a parlé de l'enfant. Il est même revenu sur certains aspects en ce qui concerne le conflit familial. Il a parlé beaucoup. Je pense que sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord et je dis que cette position de son enfant-là est toute la question. C'est le nœud gordien et c'est la vérité, dans ce sens-là. Merci beaucoup. Et ça, c'est mon mot de fin, Jules. Merci. Oui, merci, M. Aouna. Madame Kondo, quelles leçons on peut tirer des nouvelles réalités au Tchad par rapport à aux autres pays africains francophones? Merci pour cette émission et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce que je vais dire pour tout commencer, on doit se dire et se rappeler, et ça c'est quelque chose qui doit nous demeurer dans l'esprit. Le maître et l'esclave ne peuvent jamais avoir les mêmes intérêts. Dès lors qu'ils se retrouvent devant un billet de 1000 francs, le maître veut toujours avoir 750 et les 250 reviennent à l'autre. Oui. Donc, on n'a plus besoin de... Car il estime qu'il a besoin de 750 parce qu'il a plus de besoins et ses besoins sont légitimes par rapport à l'esclave ou alors par rapport au dominé. Monsieur Idriss Déby a utilisé tout ce qu'il a fait comme guerre dans le Sahel ou alors autour de lui pour s'imposer. C'est pourquoi, au lendemain de sa mort, on voit cette recrudescence de violence et cette montée en force des actes des terroristes et des djihadistes. Ce que je ne comprends pas, et je pense que tous nos chefs d'État africains, que ce soit des chefs d'État francophones comme anglophones, j'associe aussi, je mets aussi dans le même panier les chefs d'État anglophones, en ce sens que je fais référence au président du Nigeria. Voici des gens qui sont là, des armées régulières, l'armée du pays. Comment Boko Haram peut être plus équipé que l'armée nigériane? Comment Boko Haram peut être plus équipé que l'armée du Cameroun? Et ils font des enlèvements. Ils font des enlèvements de paysans. Et jusque-là, les chefs d'État tournent en rond. On ne sait rien. Mais la France, là, elle s'est installée, que ce soit Barkhane, que ce soit tous ces mouvements ou alors tous ces actes de la part de la France qui ont tendance à nous faire croire qu'ils sont là pour lutter pour le terrorisme, le mouvement Barkhane et autres. Mais c'est maintenant même qu'on voit les terroristes. Maintenant que la France a pris part, d'après elle, dans la lutte
a pris part à la lutte contre le terrorisme, contre les djihadistes. Mais on a vu les djihadistes au Mali. Les mobylettes sur lesquelles ils étaient là, ce sont des mobylettes qui leur ont été données par la France. Si aujourd'hui, j'ai un conseil à donner à surtout la jeunesse, parce que les anciens, nos politiques, là, on ne peut pas compter sur eux. Nous, on a fait les frais pendant la désobéissance civile et après, les mêmes leaders là, ont couru. Ceux mêmes qu'on annonçait comme quoi c'est ceux-là même qui se battent, que les autres partis politiques ne se sont jamais battus. C'est ceux-là qui ont couru dans les bras de M. Alassane Draman Ouattara pour participer aux législatives. Alors, si j'ai quelque chose à dire, ça sera en direction de la jeunesse africaine. Si les aînés ne peuvent pas vous aider à trouver des interlocuteurs de taille, ne serait-ce que pour se dresser devant la France et pour faire valoir vos intérêts, vous pouvez le faire vous-même. Aujourd'hui, Idriss Déby, non, ce n'est pas lui, c'est Paul Kagame ou quoi là, celui qui a changé la langue française par la langue anglaise, c'est-à-dire ils sont devenus anglophones. Comme ça a été, quand je parle de ça, les gens disent, mais j'ai nos parents qui sont dans les villages, mais quand ça va s'imposer à eux, partout où ils vont, c'est cette langue-là qu'ils vont comprendre, ou alors qu'ils vont entendre parler, ils seront obligés de s'adapter. Quand vous êtes dans un quartier que vous avez palabre et que les gens vous voient comme des gens vulnérables, tant que vous n'avez pas quelqu'un derrière vous qui se dresse avec confidence pour vous défendre, les gens vont toujours se foutre de vous. Regardez aujourd'hui, le problème de la Centrafrique qui n'avait jamais pu trouver solution. Pourquoi aujourd'hui c'est calme là-bas? Et il y a plein d'autres pays. Vous savez très bien que si n'eût été l'intervention russe, et là le mot est sorti, n'eût été l'intervention russe en Syrie, on ne parlerait même plus de ce pays. Compte tenu du projet qui les opposait et les alliés de l'OTAN à la Syrie. Mais c'est parce que la Syrie s'est donnée corps et âme à la Russie. Et pendant que les alliés de l'OTAN sont là en train de faire croire qu'ils sont quelque chose, mais le plus rusé dans ce groupe de G9 ou bien de G8 ou quoi, le plus rusé c'est qui? C'est M. Poutine, qui contrôle aujourd'hui les 2/3 de la population mondiale. Et il a tout fait pour associer les grands pays dans son projet de BRICS, si bien que ce sont des pays qui sont incontournables. Aujourd'hui, n'importe quel pays du monde, quelle que soit votre puissance, n'importe quel pays du monde souhaiterait avoir des relations économiques exclusivement avec la Chine. Pour dire que la Chine est devenue incontournable, je lance un appel à tous ces jeunes, tous ces Tchadiens. Vous ne pouvez pas être la risée de votre génération. Tout ce qui est en train de se faire, nous, on a dépassé 55 ans. Compte tenu de l'espérance de vie en Afrique, je ne pense pas qu'il nous reste beaucoup encore devant. Alors, c'est à eux qu'appartiennent les grandes décisions. Quand vous voulez la paix, quand vous voulez le développement, quand vous voulez l'éducation, quand vous voulez la sécurité et la santé, ce ne sont pas des choses qu'on va vous donner, comme mon copanéliste a dit, sur une saladière. Vous devez vous battre. Apprenez et acceptez de souffrir, de vous battre. C'est à cette seule condition que nous pourrons libérer l'Afrique. Mais quand on a lancé, je reviens sur le cas de la Côte d'Ivoire, quand on a lancé le projet de désobéissance civile et on parlait des intérêts français, il y a des dames, par exemple, qui m'ont dit que les bureaux de Money Orange, les bureaux Orange, étaient de très beaux bureaux. Mais comment on peut organiser et puis gagner une révolution en Afrique, c'est-à-dire se démarquer de la politique de la France-Afrique, quand les gens qui n'ont même pas la pitance sont en train de contempler la beauté des vitres ou alors, disons, la beauté même physique d'un bureau de CIE. Non, mais ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont rien dans la tête. Je m'excuse, ce n'est pas dans mes habitudes de lancer ce genre de réflexion là. C'est pourtant la vérité. Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez même pas vous acheter un morceau de sparadrap, ne serait-ce que pour maintenir l'intraveineuse de votre bébé en place. Et c'est vous qui parlez de la beauté
des bâtiments CUE. C'est vous qui parlez de la beauté d'un supermarché. Mais ça veut dire que vous n'avez rien. Vous n'allez pas me dire que la Côte d'Ivoire, ou bien le Bénin, ou bien le Togo, le Sénégal, la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, vous n'allez pas me dire que tous ces pays-là ne sont pas aussi construits que sont mieux construits que les États-Unis. Regardez les États-Unis. Quand vous passez des échangeurs, vous vous demandez comment, c'est quel genre de cerveau ces architectes-là ont eu pour fabriquer, concevoir et puis mettre en place ce genre d'échangeurs entre les villes ou bien entre les États. Mais quand il s'agit de leur intérêt, quand il s'agit de leurs droits, tels que contenus dans la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, vous ne reconnaissez pas les Américains. Quelle que soit la beauté de l'édifice, ils y mettent du feu. Quelle que soit la beauté, quelle que soit la grandeur ou bien quoi, le prestige, quand ils sont révoltés parce qu'on veut leur arracher ce dont ils ont droit, vous ne les reconnaissez pas. Pourquoi l'Africain veut toujours les petites, c'est-à-dire les trucs qui sont insignifiants? Comment vous pouvez contempler le bâtiment d'une société qui vous tient jusqu'à la gorge, qui vous tient à la gorge, qui ne se soucie même pas de votre devenir? Et là, l'Afrique a beaucoup à faire. On a du pain sur la planche. Il faudrait que les jeunes, surtout parce qu'eux, ils ont encore de l'énergie véritable pour conduire une bataille. Nous pouvons être devant, mais nous devons nous assurer que la force qui est derrière nous est intacte. C'est une force qui est courageuse, c'est une force qui est déterminée, c'est une force sur laquelle on peut compter pour conduire le navire Afrique plus loin, de façon à ce que nous ne soyons plus la risée de tout le monde. Merci, madame. Et ce que je n'ai à voir avec cette émission, c'est concernant le vaccin. Regardez autour de vous. Les grands pics du Covid arrivent, ou bien de la Covid arrivent quand les températures baissent. C'est pour dire que vous n'avez pas intérêt à vous faire vacciner. Ça n'engage que moi. Je ne l'ai pas pris. Aujourd'hui, il est en train de naître un mouvement dans mon service pour contester. Et je ne sais pas s'ils vont porter plainte contre les services qui les ont encouragés à prendre le vaccin. Mais moi, je ne l'ai pas pris. Ça n'engage que moi. Merci à tous. Madame, oui, on va vous inviter spécialement pour une émission sur le vaccin. Oui. Okay. Merci à tous. Merci à mes co-panélistes. Merci pour les informations qu'on a pu échanger. Et à tous les Africains, je leur dis que le découragement ne doit pas les gagner et qu'ils doivent se démarquer, surtout le peuple tchadien. Ils doivent prendre leur destin en main. On ne peut pas tuer un militaire et puis envoyer un autre militaire. On ne peut pas tuer le père et envoyer le fils. C'est comme si vous tournez en rond. Ça veut dire qu'ils veulent se foutre de vous. Aujourd'hui, quand on décide, même quand on sert du lait périmé dans une petite maternelle ou bien une école française, c'est un tollé général. Alors regardez votre vie, votre avenir. Regardez l'âge que vous avez eu jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez eu votre premier emploi? Qu'est-ce que vous avez? Une couverture médicale? Ce sont les vraies questions que la jeunesse africaine doit se poser. Et à ce titre, il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous aider, mais ils ne peuvent pas faire votre bataille à votre place. Il vous appartient de vous lever et alors ils vous suivront pour vous épauler, pour vous diriger, pour vous informer et vous donner les règles et stratégies pour avancer, pour affaiblir celui qui vous maltraite parce que n'importe comment, c'est leur concurrent. Donc, ils sont décidés à les affaiblir. Sachez qui est votre interlocuteur. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Akondo. Monsieur Hamzat, votre mot de fin par rapport aux leçons qu'on peut tirer. Je vais conclure en espérant que le direct ne soit pas attaqué de nouveau. Bon, je vous dites des choses tellement intéressantes. Je n'arrive pas à m'exprimer, mais bon, on ira quand même malgré ces difficultés. Ouais, je voudrais, pour chuter, dire ceci. La France est un État qui a toujours joué double jeu. Tantôt, voire même dans le cadre de nos élections, aussi bien elle finance le pouvoir en place qu'elle finance l'opposition. C'est un cas. En cas de guerre,
Vous remarquez que si la France supporte une rébellion, aussi bien, et ça a été le cas en Centrafrique, elle faisait semblant de supporter le pouvoir en place et en même temps, elle donnait les positions des militaires réglementairement connus aux rebelles. Donc, la France a toujours été un État qui ne veut jamais perdre. Elle joue sur les deux extrêmes. Et dans le cadre du Tchad, la solution viendra de la jeunesse tchadienne qui va s'imposer, pas les politiques. Je vous ai dit, les politiques, ils ont perdu pédale depuis une dizaine d'années. Ils ont perdu pédale. C'est la jeunesse, le peuple en lui-même. Et quand je dis la jeunesse fait partie du peuple, mais elle a beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de force que nous autres qui passons dans le 3e trimestre de notre vie. Il va falloir que cette jeunesse-là se lève. Si possible, parce qu'il faut se mettre quelque chose en tête. Nous sommes en guerre contre la France dans le cadre du panafricanisme. Tous ceux qui vont se lever et parler du panafricanisme, ils auront la France devant leur porte. Et nous, ça ne nous intimide pas, parce que nous connaissons leur manière d'agir. Ils sont certainement plus armés que nous, ils sont certainement plus outillés que nous, mais nous autres, en Afrique, nous avions une force que nous ignorons. Où sont passées nos traditions? On avait des rois qui pouvaient faire bloquer des navires, rien que par un vocal. Où avions-nous jeté tout ce savoir? Il va falloir que nous retournions à un certain nombre de choses. Nous avons connu des rois ici qui n'ont ni doctorat, qui n'ont jamais passé un DEM. Le DEM, c'est le diplôme d'état-major, ni le diplôme de guerre, mais qui pourtant ont mis des troupes françaises en déroute ici. Donc, il va falloir que nous retournions à la source pour aller vérifier plutôt l'authenticité de cette méthode de combat. Les arcanes, les armes, le contexte, les méthodes par lesquelles ils ont pu combattre le colon à l'époque. C'est à notre portée parce que c'est de chez nous. Et les Africains se refusent à ça. On est dans le modernisme. On veut Mercedes 4e cri, villa climatisée, alors que nos parents dormaient dans des cases bien faites. Je ne demande pas qu'on retourne 15, 100, 200 ans en arrière, mais on peut construire avec ce que nous avons aujourd'hui et rester africain. Vous avez déjà vu combien de Chinois en train de jouer aux Européens sont toujours dans leur kimono. Ils mangent, ils vivent, ils consomment, ils font tout chinois. Et quand est-ce que les Africains comprendront qu'il est temps de changer au niveau politique, économique, socio-culturel et culturel? Je vous prends le cas de Kanka Moussa, qui est un grand roi du Mali, mais qui exportait l'or du Mali auprès des pays comme l'Arabie. Il en distribuait même. Mais où en sommes-nous dans tout ça? C'est pour vous dire que le FACT a décidé de baisser les armes, d'aller à une négociation. J'applaudis cette position-là de négociation. Il va falloir que le régime en place ouvre ses portes et accepte la négociation avec le FACT pour que les enfants du Tchad se mettent ensemble. Si ce régime-là se refuse ça, alors là, vous pouvez, de ceux qui peuvent compter sur moi pour tirer à boulet rouge sur eux. Parce qu'il y en a marre, tout le temps des morts, des guerres, des rébellions, tout ça. En fait, quand est-ce qu'on finira par se développer? Le problème, il est là. Donc, jeunesse tchadienne prend les taureaux par les cornes. Organisez-vous. Parce que le président Toumani Touré, une fois, lors d'une audience qu'il m'a accordée, m'a dit, mais vous criez toujours au nom de la jeunesse, mais la jeunesse, c'est tout ce qu'il y a de plus mal organisé dans le système politique. Vous êtes souvent malmenés par les politiciens. Donc, je conseille à tous ceux qui vont venir maintenant sur la scène politique de s'interroger sur le devenir, leur propre devenir et le devenir de l'Afrique. Et ce, partant le devenir de leur pays. Il va falloir qu'on s'asseye autour de forums, de thèmes de réflexion par rapport à l'Afrique. Par exemple, cette transition-là, qu'on dit de père à fils, et qui a une autre connotation que j'ai essayé de vous expliquer, faire des recherches. Il va falloir s'interroger sur les enjeux de cette transition-là et nous rendre compte effectivement, et ça peut se faire en 2-3 mois, si au bout de 18 mois,
ceux qui sont installés là actuellement au Tchad rendront le pouvoir. S'ils ne le sont pas, c'est dès maintenant qu'il faut commencer par mener la bataille. Il ne faut pas attendre les 18 mois pour venir encore faire les discours politiciens que nous connaissons, parce que quand ça brûle, ce sont les premiers là, politiciens là, qui prennent la tangente et qui sont partis par les premiers avions. Nous autres qui n'avons pas les moyens là, voilà, on est comme des zèbres qui sont battus par les éléphants. Pour conclure, je veux et souhaite que la paix revienne au Tchad, que les enfants du Tchad se mettent ensemble, parce que pour bâtir un pays, pour bâtir une nation, il faut parler de la même voix. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Souleymane Hamzat. Je rappelle que vous êtes expert en problématique du terrorisme et des questions de conflit et sécurité. Nous recevions aussi Madame Madeleine Kondo, qui est administratrice sanitaire. C'était dans le cadre du décès du maréchal Idriss Déby. Nous avons essayé de voir quelles sont les implications pour l'Afrique de ce départ du général maréchal Idriss Déby. Merci à M. Souleymane Aouna de Tempo Africa et merci à tous les internautes qui sont restés avec nous, qui ont partagé leurs commentaires, leurs visions par rapport à ce qui se passe au Tchad actuellement. Je rappelle que ce plateau est pour les Africains et nous sommes ouverts à recevoir les Africains de toutes les nationalités, pas seulement les Béninois. Oui, vous avez quelque chose à compléter? Non, c'est un panafricaniste, il est content. Certains signes du panafricanisme. Exactement. Merci. Notre plateau est ouvert à tout le monde, les Togolais, les Sénégalais. Nous sommes là pour regarder ensemble les réalités. Les problèmes sont pratiquement les mêmes parfois dans nos capitales. Donc, les problèmes qui se posent aux Béninois sont parfois similaires aux réalités en Côte d'Ivoire. Oui, mais on a le même maître. Donc on a les mêmes problèmes. Exactement. On n'a plus de maître. Surtout l'Afrique francophone. On a les mêmes. Mais il ne veut pas partir. Donc il revient toujours à la charge. Madame Kondo, mais on va bailler sur lui, on va détaler. Non, surtout l'Afrique francophone, on a les mêmes personnes qui tirent les ficelles, qui montent et défendent les pouvoirs. Donc la jeunesse, comme vous l'avez dit, les panélistes l'ont dit, la jeunesse a une certaine responsabilité à prendre le devant des choses pour pouvoir créer quand même un espace, un terreau fertile pour le développement. Il ne faut pas que le saupoudrage que le gouvernement nous montre en Afrique pour dire développement, ce n'est pas ça. On a besoin de beaucoup plus de travail pour créer, pour donner la chance à chaque Africain pour que les gens puissent exprimer, exploser leur plein potentiel. Merci beaucoup à tous nos internautes et puis on se donne rendez-vous samedi prochain. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Good job, guys.